J'étais élu communiste dans la commune de Cap-Vert, dans les Hautes-Pyrénées, en 2019, et j'ai servi de lanceur d'alerte sur le portage d'un projet de création d'une méga-scierie, imaginé au départ à plusieurs dizaines de milliers de tonnes par jour de bois d'œuvre qui partirait hêtre et chêne, essentiellement à l'exportation. Très rapidement, ce travail de lanceur d'alerte a consisté à me saisir du dossier et à faire en sorte que je puisse, avec nos amis, d'une manière assez large, environnementaliste, mais aussi les organisations syndicales dont la CGT, et puis solidaires, les autres partis politiques de gauche qui étaient sensibles à cette question, pour qu'on puisse essayer de définir un axe de valeurs communes et des objectifs à atteindre. Ce travail a été possible parce que on s'est rassemblés et on a appris les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y avait d'une part une volonté d'acquérir des connaissances sur ce qu'est la forêt, son rôle, et Jacques y reviendra, donc je ne m'étale pas du tout là-dessus, son rôle en tant que poumon vert, en tant que poumon de biodiversité, et de lutte contre le dérèglement climatique, mais aussi qui faisait et qui travaillait en forêt aujourd'hui. Et on n'a jamais dissocié les deux axes, c'est-à-dire la position de classe, où effectivement il y a des travailleurs dans la forêt, et ces travailleurs, il faut les respecter, il faut qu'ils aient des statuts sociaux, et la forêt, pourquoi faire aujourd'hui. Ça a été le cadre de valeurs qui a été... et il a été possible d'initier ce cadre de valeurs parce qu'on a défini ensemble que la forêt était un naturel commun et un bien commun et qui ne devait pas tomber dans l'escarcelle du capital et des propriétaires privés qui, entre autres, sont des grosses propriétaires. Et là était le conglomérat Trieste qui a 12 usines en Europe, dont 11 en Europe de l'Est, en Italie, et il y en a une déjà en France, et qui avait une seule vocation, c'était d'exploiter la forêt, puisque c'était pour produire en gros 50 000 m3 de bois qui n'était pas du bois façonné, c'était simplement de la planche à l'exportation. Il fallait 11 fois plus de bois en entrée d'usine, c'est-à-dire 500 000 m3 par an. Donc on a très vite fait les comptes, aidé aussi par les syndicalistes de l'ONF. Jacques est à l'ONF, syndicaliste de Solidaire et de la CGT. Donc on a défini ce cadre dans une approche d'apport de connaissances mutuelles, avec des enjeux qu'on a ciblés et des objectifs atteignables qui étaient ceux d'abord et avant tout d'acquérir des connaissances. Donc on a commencé en forêt parce qu'on était beaucoup à être méconnaissants, avoir des méconnaissances totales sur ce qu'est une forêt avant tout, mais aussi sur comment se déroule le cycle complet d'un arbre et quelle approche on peut avoir au niveau de la faune et des mycorhizes, enfin tout ce qui construit ce système. Les forêts, elles n'avaient pas besoin de nous, elles existaient avant nous, elles n'ont toujours pas besoin de nous. Ça a été possible aussi parce que on s'est fixé comme objectif un cadre de rassemblement très large à partir donc des valeurs, des objectifs qu'on définissait, mais aussi et surtout sur, je disais, l'acquisition de connaissances qu'on a apprises en forêt, qu'on a apprises les uns des autres, mais aussi avec la volonté d'initier ce qui n'existe pas du tout, c'est le cadre démocratique des décisions, puisque aujourd'hui, c'est les communes qui décident pour les domaines publics, quand il y a des forêts communales, et ce sont les élus communaux qui décident, ou alors ce sont les propriétaires privés qui décident dans le cas des propriétés privées. Les communes ayant un plan de gestion qu'elles négocient normalement avec l'ONF pour essayer de voir comment leur forêt peut prospérer, puisqu'on est passé d'un cadre de forêt vivante à des cadres qui sont très souvent des cadres de marchandisation. Sachant que la forêt pyrénéenne n'est pas totalement accessible, puisqu'il y a beaucoup de dévers, il y a beaucoup de forêts d'altitude, et qu'elle est essentiellement composée de hêtraies sapinières, pas que, il y a beaucoup d'essence, mais c'est la hêtraie sapinière qui compose la forêt pyrénéenne. Donc ce cadre, et c'est un peu ça l'objet de mon intervention, ce cadre démocratique, il a pu être initié par le rassemblement sur la base de valeurs communes, d'écriture d'une charte commune. On a mis plusieurs mois
à écrire une charte commune, mais on n'est pas resté l'arme au pied, puisque on a demandé l'avis aux citoyens en essayant déjà d'avoir un exposé clair sur la question de la forêt, c'est-à-dire pourquoi y a-t-il cette décision prise par les élus locaux de vendre notre patrimoine forestier. La forêt pyrénéenne, c'est 75% de forêt communale et domaniale. C'est le contraire d'ici, où ici il y a beaucoup de forêts privées. Et donc pourquoi les élus communaux avaient-ils pris cette décision sans concertation, y compris les élus régionaux, puisque Carole Delga avait pris la décision de valider ce projet Trieste. Et donc on a eu à rencontrer au fur et à mesure les citoyens pour leur faire part du déni démocratique, de notre place en tant que citoyens pour comprendre une situation, mais aussi pour dénoncer une situation et en proposer une autre. Donc ce cadre d'approche, il a été possible parce qu'on a chacun de notre place, donc les citoyens et ceux qui décidaient d'aborder la question du déni démocratique et la question des droits, donc des droits environnementaux, des droits humains, des droits sociaux. On l'a posé, on a posé la question de la biodiversité, on a posé la question de la filière et on a posé la question des alternatives. Et donc on allait devant les citoyens dans les villes et les villages. On a tenu pendant quasiment un an, la première année en plein Covid, on a réalisé des conférences et dans mon village, qui est un village de 1200 habitants, on s'est retrouvé avec une salle de 450 personnes, avec la première conférence, puis on est allé de village en village. On a rassemblé 1100 personnes assez rapidement sur la chaîne des Pyrénées, sur ces conférences très pédagogiques, mais qui duraient parfois 2 ou 3 heures, où les citoyens avaient des questions et on a alimenté le débat. Derrière ça, on a constitué ce collectif qui au départ était émané d'organisations politiques, associatives, syndicales, une douzaine d'organisations. Un an après, il y avait 52 organisations politiques, syndicales, associatives, et 3500 citoyens sur la chaîne des Pyrénées, avec des rencontres avec, je disais, la région, avec le porteur du projet, les élus porteurs de projet, mais aussi avec le préfet, qui avait mandat du préfet de région. Donc on a fait bouger les lignes, où ce projet était enterré, validé par quelques élus, on l'a rendu public, donc on a organisé un débat public sur toute la chaîne des Pyrénées. Personne aujourd'hui peut dire que ce projet n'a pas existé. Il a bel et bien existé, il a été porté, puisque on a obtenu derrière, nous on souhaitait qu'il y ait une recherche-action sur une étude fine de la forêt pyrénéenne, parce que la forêt pyrénéenne est une forêt avant tout jeune, mais Jacques y viendra en force derrière. Donc une recherche-action sur comment cette forêt pyrénéenne, elle pouvait être demain au service de ceux qui la composent, donc des acteurs, hommes et femmes des territoires. Et on s'est inspiré des comités de vallée qu'il y a au Pays Basque, comités de vallée qui gèrent les forêts, donc qui sont composés des propriétaires valléens, mais qui gèrent aussi l'eau et qui gèrent aussi les estives. Et on a fait des propositions très constructives. Il me reste 2 minutes, donc je vais accélérer. On a organisé plusieurs marches sur tout le massif des Pyrénées, puisque ces marches, elles ont rassemblé de 400 à 1500 personnes selon les villes et villages. Donc on a organisé l'action après la réflexion, d'abord la réflexion puis après l'action, et on a constitué aussi des commissions de travail avec une méthodologie horizontale au niveau du collectif, où un homme, une femme, une voix, et les organisations avaient le droit de siéger autant que les citoyens. Et donc on a créé un comité de coordination qui existe toujours. Et vous pouvez aller sur Internet, c'est Touche pas à ma forêt des Pyrénées. Et aujourd'hui, on va continuer à se battre contre une centrale biomasse qui doit produire de l'électricité sur l'Annemaison à partir de la vapeur d'eau, donc à partir du bois brûlé pour faire des pellets. Donc le combat n'est pas fini. On a gagné donc l'abandon de la méga-scierie au bout de 3 ans de lutte. On a gagné aussi parce qu'on a eu le sentiment que la filière n'était pas prête à subir ce choc de ces milliers de tonnes qui allaient passer dans cette méga-scierie et qui allaient partir à l'exportation, et que le peu d'acteurs de la filière qui restait sur les Pyrénées allaient sombrer face à ce choc. Et on a construit des propositions sur la chaîne des Pyrénées, donc les acteurs du collectif, mais aussi les communistes, et j'ai des propositions du Parti communiste pour la chaîne des Pyrénées, qui consistent à dire on peut séquestrer le carbone demain, avec y compris du logement social, de l'isolation phonique et thermique à partir des sous-produits du bois, mais on peut avoir de la construction bois plutôt que d'envoyer nos grumes en Chine ou dans le Maghreb.
et abandonner cette filière complètement. Voilà. Je ne vais pas être plus long, mais sachez qu'on peut gagner, que c'est le fruit d'une bataille intense, alors médiatique certes, mais où on a été acteur pendant 3 ans, à mi-temps pour ma part, mais d'autres, puisque moi j'ai assumé le porte-parole là pour une part de temps, qu'on a été acteur sur tous les fronts et on continuera sur l'ensemble des projets écocides qui sont portés par certains élus en mal de reconnaissance aujourd'hui sur la chaîne des Pyrénées. Je vous remercie. Merci Pascal.